En 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, les ingénieurs soviétiques ont lancé le développement du char le plus lourd et le plus blindé jamais construit par l'URSS, le IS-7. Mais pourquoi une machine si avancée n'est-elle jamais entrée en production? Découvrez l'histoire du tank que même l'armée rouge a jugé trop dangereux. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique se trouvait dans une position paradoxale. Victorieuse, mais consciente que les tensions avec l'Ouest allaient s'intensifier. Les stratèges militaires du Kremlin analysaient les leçons apprises sur les champs de bataille européens. Les chars allemands lourds comme le Tiger II et le Jack Tiger avaient démontré une supériorité technique inquiétante, même s'ils arrivaient trop tard pour changer le cours de la guerre. En 1945, le bureau d'études de l'usine Kirov à Leningrad, dirigé par l'ingénieur Nikolai Fedorovitch Chachmorin, reçut une directive claire du ministère de la Défense soviétique: concevoir un char de rupture capable de dominer n'importe quel adversaire sur le champ de bataille. Ce projet portait le nom de code Objet 260, mais il deviendrait célèbre sous la désignation IS-7, en l'honneur de Joseph Staline. Les spécifications initiales étaient ambitieuses. Le char devait posséder un blindage capable de résister aux canons anti-chars les plus puissants de l'époque, notamment le redoutable PAK-44 allemand de 128 mm capturé après la guerre. Il devait également être armé d'un canon capable de détruire n'importe quelle cible blindée à plus de 2 km de distance. Mais surtout, il devait être plus rapide que les chars lourds existants pour éviter les problèmes de mobilité qui avaient paralysé les Tigers allemands. Entre 1945 et 1946, les ingénieurs de Leningrad travaillèrent sur des centaines de dessins techniques. Ils devaient résoudre une équation apparemment impossible. Comment créer un char extrêmement lourd tout en maintenant une vitesse opérationnelle acceptable? Comment intégrer un canon naval sur une plateforme mobile? Comment protéger un équipage de 7 hommes dans un espace confiné tout en maximisant l'espace pour les munitions? Le projet IS-7 représentait l'aboutissement de toute l'expérience soviétique en matière de conception de chars lourds. Les séries IS-1, IS-2 et IS-3 avaient déjà établi la réputation soviétique dans ce domaine. Le IS-3, avec sa tourelle en forme de poêle à frire, avait impressionné les observateurs occidentaux lors du défilé de la victoire à Berlin en septembre 1945. Mais le IS-7 devait dépasser tous ces modèles. Il devait être invincible. En 1947, les premiers plans détaillés furent approuvés. Le char mesurerait plus de 10 mètres de long, pèserait environ 68 tonnes et nécessiterait un moteur d'une puissance jusqu'alors inégalée dans un véhicule terrestre soviétique. Les usines de Leningrad commencèrent à fabriquer les premiers composants. L'acier spécial pour le blindage provenait des aciéries de l'Oural. Le canon était une adaptation d'une pièce navale utilisée sur les destroyers de la flotte de la Baltique. Chaque élément était conçu pour repousser les limites de l'ingénierie mécanique. Mais déjà, certains ingénieurs exprimaient des doutes. Un char de cette masse pourrait-il franchir les ponts existants? Les infrastructures ferroviaires soviétiques pourraient-elles le transporter vers les zones de conflit potentiels? Ces questions restaient sans réponse claire, mais le projet avançait malgré tout. L'armée rouge voulait sa forteresse mobile, et Staline lui-même suivait les progrès avec attention. Commentez Forteresse si vous voulez découvrir les caractéristiques techniques hallucinantes de ce monstre d'acier. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'Énigme militaire et de liker cette vidéo pour ne rien manquer de nos documentaires exclusifs sur la Seconde Guerre mondiale. En 1948, le premier prototype du IS-7 sortit des ateliers de l'usine Kirov. Ce qui apparut sur le terrain d'essai de Koubinka, près de Moscou, stupéfia même les officiers les plus expérimentés de l'armée rouge. Avec ses 68 tonnes, le IS-7 était plus lourd que n'importe quel char opérationnel de l'époque. Seul le char super lourd allemand Maus, qui n'avait jamais quitté le stade expérimental, le surpassait en poids. La caractéristique la plus impressionnante du IS-7 était son blindage. À l'avant de la coque, l'acier atteignait 150 mm d'épaisseur, incliné à 60 degrés pour maximiser la protection. Cette configuration signifiait que l'épaisseur effective du blindage dépassait les 300 mm. La tourelle, massive et angulaire, présentait un blindage frontal de 210 mm.
Les côtés de la coque mesuraient 150 mm, et même l'arrière, généralement le point faible des chars, était protégé par 60 mm d'acier. Pour mettre ces chiffres en perspective, les tests balistiques effectués à Kubinka démontrèrent que le IS-7 pouvait résister de face au canon allemand PaK-44 de 128 mm, le plus puissant canon anti-char de la guerre. Même le propre canon du IS-7, tirant à bout portant, ne pouvait pas percer son blindage frontal. C'était une forteresse littéralement impénétrable par les armes conventionnelles de l'époque. L'armement principal était tout aussi extraordinaire. Le canon S-70 de 130 mm, dérivé d'une pièce navale utilisée sur les destroyers soviétiques, était le plus gros calibre jamais monté sur un char de combat. Ce canon pouvait tirer des obus perforants capables de traverser 200 mm de blindage à une distance de 2000 mètres. Pour l'époque, c'était une puissance de feu dévastatrice. Aucun char occidental, qu'il s'agisse du M26 Pershing américain ou du Centurion britannique, ne pouvait survivre à un coup direct. Le IS-7 était également équipé d'un système de chargement semi-automatique révolutionnaire pour l'artillerie principale. Ce mécanisme, utilisant un convoyeur à munitions placé dans la tourelle, permettait de maintenir une cadence de tir de 6 à 8 coups par minute, supérieure à celle des chars contemporains qui nécessitaient un chargement manuel complet. L'équipage comptait 7 hommes, un commandant, un tireur, un chargeur assistant, un conducteur, un mitrailleur de coque et 2 servants pour les mitrailleuses anti-aériennes KPVT. Car, au-delà du canon principal, le IS-7 disposait d'un armement secondaire impressionnant. 8 mitrailleuses étaient réparties sur le véhicule. 2 mitrailleuses coaxiales de 14,5 mm étaient montées à côté du canon principal, une mitrailleuse de 7,62 mm était placée dans la coque. Mais la particularité la plus notable était la présence de 2 mitrailleuses anti-aériennes KPVT de 14,5 mm montées sur la tourelle, contrôlées depuis l'intérieur par un mécanisme innovant. Ces armes pouvaient engager des cibles au sol ou aériennes avec une efficacité redoutable. Les chenilles du IS-7 mesuraient 750 mm de large, nécessaires pour répartir le poids colossal du véhicule. Chaque maillon pesait plusieurs kilogrammes. Le train de roulement comprenait 8 roues porteuses de grande taille de chaque côté, avec un système de suspension à barre de torsion renforcée, capable d'absorber les chocs même sur terrain accidenté. La longueur totale du char, canon inclus, atteignait 10,68 m. Sa largeur de 3,38 m le rendait difficilement transportable. L'habitacle intérieur était relativement spacieux pour un char lourd, mais restait un environnement confiné et bruyant. Le commandant disposait d'une coupole avec vision panoramique équipée de multiples périscopes. Le tireur utilisait un viseur télescopique TCH-45 de haute précision. L'épaisseur du blindage offrait une sensation de sécurité psychologique à l'équipage, mais créait aussi une isolation presque totale du monde extérieur. À l'intérieur, pendant le combat, le bruit du moteur et des tirs rendait difficile la communication malgré les systèmes d'interphone. Les ingénieurs avaient également intégré des détails innovants. Un système de surpression intérieure protégeait l'équipage contre les gaz toxiques et les agents chimiques. Des systèmes de refroidissement spéciaux maintenaient une température supportable à l'intérieur, malgré la chaleur générée par le moteur et les tirs répétés. Des compartiments blindés séparaient les munitions de l'équipage pour minimiser les risques d'explosion catastrophique en cas de pénétration. Sur papier, le IS-7 était le char le plus puissant jamais conçu à cette époque. Il combinait blindage extrême, puissance de feu dévastatrice et, comme nous allons le découvrir, une mobilité surprenante pour sa masse. Le défi majeur pour les ingénieurs du IS-7 était de faire bouger cette montagne d'acier. 68 tonnes nécessitaient un groupe motopropulseur exceptionnel. La solution vint d'une source inhabituelle, la marine soviétique. Les ingénieurs adaptèrent le moteur diesel M50T, initialement développé pour les vedettes lance-torpilles et les petits navires de guerre de la flotte de la Baltique. Ce moteur diesel 4 temps, 12 cylindres en V, développait 1050 chevaux à 1900 tours par minute. C'était une puissance colossale pour l'époque, dépassant largement celle de tous les chars soviétiques précédents. Le IS-2, par comparaison, ne disposait que de 520 chevaux. Le rapport puissance-poids du IS-7 atteignait environ 15,4 chevaux par tonne, comparable à celui des chars moyens contemporains. Cette motorisation permettait au IS-7 d'atteindre une vitesse maximale de 60 km/h sur route, une performance remarquable pour un véhicule de cette masse.
Pour contextualiser, le Tiger II allemand, avec ses 70 tonnes, ne dépassait pas 41 km/h. Le IS-7 était donc non seulement plus blindé, mais aussi significativement plus rapide que son équivalent allemand. La transmission était une autre prouesse technique. Les ingénieurs développèrent une boîte de vitesse planétaire à 8 rapports avant et 2 rapports arrière. Ce système complexe permettait des changements de vitesse relativement fluides malgré le poids du véhicule. Le rayon de braquage atteignait 5,50 m, ce qui donnait au IS-7 une manœuvrabilité acceptable pour sa taille. Les commandes de direction utilisaient des leviers assistés hydrauliquement, réduisant la fatigue du conducteur. Le système hydraulique était d'ailleurs une innovation majeure du IS-7. Il actionnait non seulement la direction, mais aussi la rotation de la tourelle et l'élévation du canon. La tourelle complète, pesant environ 25 tonnes avec son armement, pouvait effectuer une rotation complète en 20 secondes grâce à un moteur électrique de 6 chevaux assisté par l'hydraulique. C'était plus rapide que la plupart des chars lourds de l'époque, qui nécessitaient parfois plus d'1 minute pour une rotation complète en mode manuel. Les essais de mobilité effectués en 1948 sur le terrain de Kubinka révélèrent des capacités impressionnantes. Le IS-7 franchissait des tranchées de 3 mètres de large, escaladait des obstacles verticaux de 1 mètre et traversait des guets d'1,50 m de profondeur. Sa capacité à négocier des pentes atteignait 32 degrés. Ces performances démontraient qu'il ne s'agissait pas simplement d'un bunker immobile, mais d'un véritable char de combat mobile. Le réservoir de carburant contenait 1000 litres de diesel, permettant une autonomie théorique de 300 km sur route. En pratique, sur terrain mixte, cette autonomie tombait à environ 150 km. La consommation de carburant était évidemment énorme, environ 3,3 litres au 100 km, soit près de 10 fois celle d'une automobile contemporaine. Mais pour un véhicule de combat de cette puissance, c'était un compromis acceptable. Les tests de fiabilité mécanique donnèrent des résultats mitigés. Le moteur M50T, bien que puissant, souffrait de problèmes de surchauffe lors d'opérations prolongées. Les systèmes hydrauliques présentaient des fuites fréquentes. La transmission complexe nécessitait un entretien constant et des ajustements précis. Ces problèmes n'étaient pas insurmontables, mais ils indiquaient que le IS-7 nécessiterait un support logistique considérable en conditions opérationnelles. Le IS-7 était une merveille technique, mais pouvait-il vraiment être déployé sur un champ de bataille ? Restez jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi ce titan d'acier n'a jamais combattu. Si vous appréciez ce documentaire approfondi, pensez à vous abonner à l'Énigme militaire et à activer les notifications. Lors des démonstrations devant les hauts responsables militaires, le IS-7 impressionnait systématiquement. Sa silhouette massive, son canon disproportionné et le bruit assourdissant de son moteur créaient une présence intimidante. Les observateurs notaient que même à l'arrêt, le char dégageait une aura de puissance brute. En mouvement, le sol tremblait littéralement sous son poids. C'était exactement le type d'arme psychologique que l'armée rouge recherchait pour la guerre froide naissante. Pourtant, derrière ces démonstrations spectaculaires, des préoccupations commençaient à émerger au sein du haut commandement. Des questions pratiques se posaient avec une insistance croissante. Comment déployer ces mastodontes sur les champs de bataille d'Europe centrale? Comment les transporter vers les zones de conflit potentiels? Pourraient-ils franchir les ponts existants? Ces interrogations allaient bientôt révéler les failles fondamentales du projet IS-7. En 1948 et 1949, alors que les prototypes du IS-7 terminaient leurs essais techniques à Kubinka, une réalité brutale s'imposa progressivement. Ce char était incompatible avec l'infrastructure existante de l'Union soviétique et de l'Europe de l'Est. Les problèmes logistiques, initialement considérés comme des détails secondaires, devinrent rapidement des obstacles insurmontables. Le premier problème concernait les ponts. La majorité des ponts militaires et civils d'Europe, qu'ils soient en bois, en acier ou en béton, avaient été conçus pour supporter des charges maximales de 30 à 50 tonnes. Le IS-7, avec ses 68 tonnes, dépassait largement ses limites. Les tests effectués par le génie militaire soviétique révélèrent qu'environ 75% des ponts sur les routes stratégiques européennes ne pouvaient pas supporter le poids du IS-7. Même les ponts métalliques renforcés construits par les Allemands pendant la guerre présentaient des risques. Les ingénieurs calculèrent que le passage d'un IS-7 sur certains ponts ferroviaires pourrait provoquer leur effondrement.
Les solutions alternatives, comme le franchissement à gué ou l'utilisation de ponts temporaires, posaient leurs propres défis. Construire un pont capable de supporter 68 tonnes nécessitait plusieurs jours de travail et des équipements spécialisés que le génie militaire soviétique ne possédait qu'en quantité limitée. Le deuxième problème majeur concernait le transport ferroviaire. L'armée rouge dépendait massivement du réseau ferroviaire pour déplacer ses forces blindées sur les vastes distances de l'URSS et vers les pays satellites d'Europe de l'Est. Les wagons plats standards utilisés pour transporter les chars avaient une capacité de charge de 50 à 60 tonnes. Le IS-7 ne pouvait tout simplement pas être chargé sur ces wagons sans risquer leur destruction. Des wagons spéciaux auraient dû être conçus et fabriqués spécifiquement pour le IS-7. Mais même avec ces wagons renforcés, un autre problème surgissait, les rails eux-mêmes. De nombreuses sections du réseau ferroviaire soviétique utilisaient encore des rails légers datant d'avant la Révolution. La charge par essieu du IS-7 dépassait les limites de sécurité de ces voies. Des études estimèrent qu'il faudrait renforcer ou remplacer des milliers de kilomètres de voies ferrées pour permettre le transport sécurisé de ces chars. La largeur du IS-7 posait également problème. Avec ses 3,38 m, le char dépassait le gabarit standard des tunnels ferroviaires et des passages sous pont. Sur certaines lignes stratégiques, notamment celles traversant les montagnes du Caucase ou les Carpates, le transport du IS-7 aurait été tout simplement impossible sans modification coûteuse de l'infrastructure. Le troisième obstacle concernait la logistique de soutien en campagne. Un IS-7 consommait environ 300 litres de diesel pour 100 km en conditions opérationnelles réelles. Pour une unité blindée composée de 20 IS-7, cela représentait 6000 litres de carburant par 100 km. Le ravitaillement d'une telle unité nécessitait un train logistique considérable avec des camions-citernes en nombre suffisant et un système d'approvisionnement parfaitement coordonné. Les munitions posaient un défi supplémentaire. Les obus de 133 mm du canon S-70 pesaient chacun environ 33 kg, significativement plus lourds que les obus de 122 mm du IS-2. Le chargement manuel de ces projectiles dans le char nécessitait 2 hommes et prenait plus de temps. De plus, la production de ces munitions spécifiques nécessitait l'adaptation des chaînes de production existantes. La maintenance représentait un cauchemar logistique supplémentaire. Le moteur M50T, bien que puissant, était complexe et nécessitait des techniciens spécialisés. Les pièces de rechange, notamment pour la transmission et les systèmes hydrauliques, devaient être fabriquées selon des spécifications très précises. En cas de panne majeure sur le terrain, réparer un IS-7 nécessitait des grues spéciales capables de lever des composants de plusieurs tonnes, équipement rarement disponible en première ligne. Les officiers du génie militaire présentèrent des calculs accablants au haut commandement. Déployer une division de chars IS-7 en Europe centrale nécessiterait 3 fois plus de ressources logistiques qu'une division équipée de T-34-85 ou de IS-2. Le temps de déploiement serait 2 fois plus long, et en cas de retraite rapide, abandonner des IS-7 immobilisés par des pannes serait catastrophique, car récupérer ces monstres nécessiterait des moyens de remorquage exceptionnels. Les exercices militaires de 1949 confirmèrent ces craintes. Lors d'une manœuvre simulant un déploiement rapide vers l'Allemagne de l'Est, les prototypes IS-7 furent confrontés à des retards constants. Franchir une rivière nécessita la construction d'un pont renforcé qui prit 3 jours. Le transport par train dut être annulé faute de wagons appropriés. Sur route, les colonnes d'IS-7 endommageaient l'obitume, laissant derrière elles des ornières profondes qui ralentissaient les autres véhicules. Le coût économique devenait également problématique. Chaque IS-7 coûtait environ le triple d'un char moyen T-34-85. Pour le prix de 10 IS-7, l'armée rouge pouvait produire 30 T-34-85, qui étaient certes moins blindés et moins armés, mais infiniment plus faciles à déployer et à soutenir logistiquement. Dans un contexte d'après-guerre où l'économie soviétique était encore en reconstruction, ces considérations financières pesaient lourd dans les décisions stratégiques. Au début de l'année 1949, le sort de l'IS-7 était scellé. Les rapports des essais militaires s'accumulaient sur les bureaux du ministère de la Défense à Moscou et tous pointaient vers la même conclusion. Malgré ses qualités techniques exceptionnelles, le IS-7 était un projet non viable d'un point de vue opérationnel. Le maréchal Nikolaï Boulganine, alors ministre adjoint de la Défense, formula le verdict avec une clarté brutale. Un char qui ne peut pas atteindre le champ de bataille est inutile, quelle que soit sa puissance.
La décision finale fut prise lors d'une réunion du comité de défense en mars 1949. Seulement 6 prototypes du IS-7 avaient été construits à ce stade. 3 étaient stationnés au terrain d'essai de Koubinka, 2 à l'usine Kirov de Leningrad et 1 servait aux tests balistiques. Le programme fut officiellement annulé. Aucune production en série ne serait lancée. Les ressources allouées au projet IS-7 seraient redirigées vers le développement de chars lourds plus pratiques. Cette décision marquait un tournant philosophique dans la doctrine blindée soviétique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée rouge avait privilégié la quantité sur la qualité, avec le T-34, tout en développant des chars lourds comme le IS-2 pour des missions spécifiques. Le IS-7 représentait une tentative de pousser le concept du char lourd à son extrême absolu. Son échec démontra que même la supériorité technique avait des limites pratiques. Les leçons tirées du IS-7 influencèrent profondément les projets suivants. Le T-10, qui entra en service en 1952, reprenait certaines innovations du IS-7, notamment les systèmes hydrauliques et le concept de blindage incliné renforcé. Mais avec ses 52 tonnes, le T-10 restait dans des limites acceptables pour l'infrastructure existante. Son canon de 122 mm, bien que moins puissant que celui du IS-7, offrait suffisamment de puissance de feu contre les chars occidentaux contemporains. Le destin des 6 prototypes du IS-7 varie. 3 furent démontés pour récupérer leurs composants, notamment les moteurs et les systèmes hydrauliques qui furent réutilisés dans d'autres projets. 2 prototypes restèrent à Koubinka, servant occasionnellement pour des tests comparatifs avec les nouveaux chars développés dans les années 50. Le dernier prototype fut envoyé à l'Académie militaire des blindés pour servir d'outil pédagogique, permettant aux futurs officiers de comprendre les limites de la conception de chars ultra-lourds. Dans les archives soviétiques, le IS-7 resta classifié pendant des décennies. Ce n'est qu'en 1991, avec l'effondrement de l'Union soviétique, que les détails techniques du projet furent progressivement révélés. Les historiens militaires occidentaux découvrirent avec stupéfaction qu'un char de cette puissance avait existé dès 1948, à une époque où les chars lourds américains et britanniques semblaient rudimentaires en comparaison. Aujourd'hui, un des prototypes survivants du IS-7 est exposé au musée des blindés de Koubinka, près de Moscou. Ce mastodonte d'acier, silencieux et immobile, témoigne d'une époque où l'ingénierie soviétique repoussait les frontières du possible sans considération suffisante pour les réalités opérationnelles. Les visiteurs qui contemplent ce géant de 68 tonnes peinent souvent à imaginer qu'une telle machine ait pu se déplacer à 60 km/h. Le IS-7 représente un paradoxe fascinant de l'histoire militaire. Il était techniquement supérieur à tous ses contemporains. Son blindage était impénétrable, sa puissance de feu était dévastatrice, sa mobilité était remarquable pour son poids. Pourtant, il échoua précisément parce qu'il était trop avancé, trop lourd, trop coûteux et trop complexe pour les infrastructures et la doctrine militaire de son époque. Cette histoire offre une leçon intemporelle sur la conception d'armement. La supériorité technique isolée ne garantit pas le succès opérationnel. Un système d'armes doit s'intégrer dans un écosystème logistique, industriel et doctrinal plus large. Le IS-7 était une merveille d'ingénierie qui ne pouvait pas fonctionner dans le monde réel de 1949. C'était un char du futur construit avec l'infrastructure du passé. Ironiquement, les préoccupations qui condamnèrent le IS-7 devinrent moins pertinentes avec le temps. Les missiles anti-chars guidés, développés dans les années 60, rendirent obsolètes les blindages ultra-épais. Les chars de combat principaux modernes, comme le T-72 ou le M1 Abrams, privilégient la mobilité, la puissance de feu à longue distance et la protection contre les projectiles à charge creuse plutôt que l'épaisseur brute de blindage. Le IS-7 appartient donc à une époque révolue, celle des derniers géants blindés. Que pensez-vous du IS-7 ? Aurait-il pu changer l'histoire s'il était entré en production ? Partagez votre opinion dans les commentaires. Si ce documentaire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à l'Énigme militaire pour découvrir d'autres secrets méconnus de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. Activez les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires exclusifs. Votre soutien nous permet de continuer à vous révéler les énigmes fascinantes de l'histoire militaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle exploration historique.